Et on est de retour à Ici c'est hockey pour notre deuxième segment de la soirée. Merci à Cédric Ouellette pour son segment très étoffé. À nouveau, bon travail mon cher, le statisticien en chef. Maintenant, on va rejoindre FX Bénard directement en direct. Hein? Directement en direct, ça veut-tu assez le dire? Des studios, dis-je bien, du 91.9 Sport. FX va nous faire une petite visite. Il vient de terminer son shift. Hein? Ça tombe bien. Fait que, à la mise en onde de FC 919, parce que, je le rappelle, le 91.9 qui a acquis les droits de diffusion des matchs du CF Montréal. Donc, on va se concentrer pas mal là-dessus. Et il y a maintenant une émission les mercredis de 1h. Et l'ami FX est à la mise en onde, donc il terminait à 20h. C'est pour ça que ce soir, on est en différé un petit peu. Comment ça va, FX? Hey, comment ça va, toi? Moi, ça va super bien. Écoute, moi, ça va très bien aussi. Là, je reconnais l'horloge de radio. Exactement. Les murs anti-bruit. Je vais vous montrer. Ça. Je vais te montrer ça. Montrer ça également aux personnes qui nous regardent en ce moment parce que ce qui est important à savoir, c'est souvent, je me fais poser la question, Matt, ça ressemble à quoi un studio de radio à Montréal et tout ça? Alors, je vais vous montrer ça. Petit aperçu rapide. On ne va pas niaiser beaucoup là-dessus non plus. Mais écoutez, somme toute, là, on est dans le studio présentement. En plus, j'ai mis ton chandail préféré rétro des Flyers. Oui, ben oui. Tu retrouves ici la mise en onde. Je ne sais pas si on voit bien en ce moment. Oui, ben oui. Par la suite, c'est bon. Bon, ben écoute, tu as les micros qui sont juste ici également. C'est quand même assez grand, là. Tu as les écrans juste ici également. Ça nous permet de suivre l'action aussi en direct durant les différentes émissions de radio, puis tout ça, la fin de semaine. Et somme toute, le studio ressemble à ça de l'ensemble. Là, maintenant, on a des plexiglas comme ça aussi également. En temps de COVID, c'est nécessaire. Toi, ta place, c'est où, là? Exemple, durant le show. Je vais te montrer ça. 919. Quand moi, j'appelais, là, je faisais ma chronique, t'étais où? Il était où? Moi, je suis assis directement ici. Bien sûr, tu as le chrono juste ici, avec le temps et tout ça. Je suis assis ici. J'ai la console devant moi, juste là. Comme ça. Toi, quand tu appelles, tu as le numéro de téléphone juste ici avec, bien sûr, ça me permet de contrôler les appels entrants. Et en face de moi, comme tu vois en ce moment, ça, c'est Pierre habituellement. Ça, c'était Olivier Brett il y a environ une quinzaine de minutes. Donc, ça ressemble à ça avec les différents écrans également à côté. Donc, c'est de l'ouvrage. Faut être multitâche, mais pour vrai, c'est trippant. C'est trippant, puis ça donne un aperçu un peu de comment ça ressemble également un studio de radio, puis tout ça. Il y en a qui sont plus grands aussi. Et également, nous, ce qui est spécial, c'est comme tu le vois, le metteur en ondes, qui est moi, mettons, en théorie, avec la console devant moi, on est en face de l'animateur, on a un contact direct avec. Dans différentes stations de radio, par exemple, 98.5, Cogeco, habituellement, comme là, tu vois, je ne sais pas si on va être en mesure de le voir, habituellement, le metteur en ondes est derrière un écran de vitre comme ça, puis lui, il est de l'autre côté parce qu'on ne veut pas nécessairement qu'il y ait directement accès aux animateurs, puis tout ça, alors que nous, ici, c'est plus convivial, puis on peut se parler, puis tout ça, face à face. Puis, toi, tu interviens aussi en ondes, alors qu'habituellement, exact. dans la radio plus classique, la personne à la mise en ondes va intervenir, sauf très rarement. Là. Alors qu'au 91.9, la personne est relativement intégrée à la discussion. Oui, exactement. Ben, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais, parce que habituellement, dans les grosses stations de radio, ben, on est une grosse station de radio, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, au 91.9 Sport, on est comme une famille, si on veut. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, a une émission de radio, le metteur en ondes, et souvent, on a plusieurs chapeaux. Donc, peut être lecteur de nouvelles, peut être également participer à l'émission comme les samedis et dimanches matin. Moi, quand j'anime, je fais ma propre mise en onde également avec Kevin qui est en face de moi. Donc, je te dirais que dans certaines stations de radio, le metteur en ondes ne fait pas nécessairement partie de l'émission de radio en tant que tel. Il est plus là juste pour faire jouer les effets sonores, prendre les appels, les entrevues, etc. Alors que dans le cas inverse, ici, souvent, le metteur en ondes, il est aussi animateur, il est co-animateur, journaliste, il fait pas mal tout. Donc, ça ressemble à ça. Mais en région aussi, c'est comme ça aussi. Là. La majorité des stations de radio, le metteur en ondes est fait directement de l'animation aussi. Puis, ça fonctionne comme ça. Là. On pour faire un petit clin d'œil à nos amis qui ont participé à la radio à CKJ. Et à peut-être Alain Plante, s'il tombe un jour sur ce podcast, peut-être sur la rediffusion sur Facebook. Parce que tout a commencé là pour nous, jeunes athémiens.
la mise en onde et la diffusion d'émissions de radio. Puis garde, là, ça n'a pas été trop long pour certains d'entre nous, dont toi maintenant assis. Les deux fesses dans un studio à Montréal, la grande ville. Pas pire. Exactement. Non, c'est pas pire pareil. Tu faisais-tu ta mise en onde en ATM? Non. À CKJ? Écoute, je te dirais que peut-être, mais si oui, C'est c'était loin. très, très simple. Ouais, je comprends. Fait que je suis pas un habitué de la console. Puis les gens qui sont un peu familiers avec la radio, vous savez qu'il y a quand même quelques petits trucs à savoir. Puis non, moi, je n'étais pas très, très familier. Mais c'est sûr qu'avec un bon petit cours, Ouais. ça va. Je comprends le principe, mais remonte-nous donc la console, voir combien il y a de temps après ça pour les gens qui ça leur dit rien, une console de radio. Là. Ouais, tu vois, comme là, tiens, mettons, si je suis capable de donner une vue d'ensemble là, de petites secondes. Là. Je sais pas si on va bien voir comme ça. Là. Il y en a quelques-uns là. Ouais, Ce sont comme tous là, des canaux différents. Exactement, tous des. Exactement. Puis toi, tu vois, ça, c'est les micros des animateurs. Ça, c'est ce qui joue en ondes présentement. Tu as le téléphone, tu peux avoir accès à la télévision, ordinateur d'animateur, opérateur. Différents Comrex aussi, parce que maintenant, les Comrex, ça permet de rejoindre n'importe qui, n'importe où. Comrex, là. Je sais même pas ça fait quoi un Comrex. Je me rappelle qui niaisait avec ça. Fait que, c'est tout. Mais pour vrai, je peux l'expliquer, ça me dérange même pas si oui, ça intéresse les gens. Mais un Comrex, ce que ça sert, c'est qu'éventuellement, lorsque tu fais souvent des chroniques ou des émissions à la radio, puis tout ça, ce qui est le fun avec un Comrex, c'est que ça te permet, que les gens t'entendent, mais avec un très bon son. Donc, c'est pas un son de téléphone, c'est un son de micro, comme, mettons, par exemple, si on faisait un Facebook Live et qu'on avait directement un micro, ben, le son est vraiment parfait. Puis, c'est ça parce que, éventuellement, quand tu as une émission de radio et que tu la fais tout le long au téléphone, le son est moins bon. Les gens ont tendance à plus décrocher puis à partir également de ta station de radio. Alors, le Comrex, ouais, puis ça sert aussi à la diffusion, justement, des matchs de hockey. Tu te connectes directement avec un Comrex parce que le son est meilleur. Même chose pour la diffusion du soccer, de n'importe quoi, puis tout ça. Parce que, bon, premier match du CF Montréal le 17 avril. Alors, on a très hâte. On a très hâte de pouvoir décrire et analyser les matchs ici, puisqu'on a maintenant les droits de diffusion. Quel va être ton rôle, Fix, Est-ce qu'on peut déjà en parler, étant donné que l'équipe a été dévoilée? Est-ce qu'on peut dire ce que tu vas faire? Ce que je peux dire, c'est que je serai à la mise en onde. Pour le moment, c'est tout ce que je sais. Mais tu vas faire partie de la grande équipe, là. Oui, exactement, c'est ça. Mais comme là, tu vois, en temps de pandémie, les premiers matchs vont être à l'extérieur. Donc, ça aussi, éventuellement, ça pourrait être une bonne occasion peut-être de vous montrer un peu ça ressemble à quoi également un setup en studio d'un match de hockey qu'on décrit d'ici parce qu'avec la pandémie, on n'a pas accès directement au match à l'extérieur. C'est assez complexe parce que, bon, tu as un écran de télévision, tu as des microcastes, tu es beaucoup en studio, tu dois décrire sur une télévision. Bref, à un moment donné, on fera ça, Matt, c'est super intéressant. Puis, ça permet de voir également les dessous un peu du métier. Mais somme toute, je serai à la mise en onde puis tout ça durant tous les matchs du CF Montréal également cette année. Donc, dernière petite parenthèse à ce sujet-là, parce que là, il faut glisser un mot là-dessus. Ouais. Georges Larac sur les lignes de côté, là, ouais. Ça, c'est un stunt marketing. Là. Ça, là, la personne qui a décidé de ce move-là, je ne sais pas c'est qui à l'interne, mais ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen qu'on fasse plus parler de cette équipe-là. Effectivement. Olivier Brett, l'expert, Raphaël Doucet, je pense que c'est un gars qui peut toucher à tout. depuis toujours, exactement. Touche à tout depuis toujours. Fait que pas aucun problème avec ça, avec Georges non plus. Je ne suis pas en train de critiquer, au contraire. Non, c'est ça, je comprends. On en discute, là. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'éclaté à cette décision-là, mais en même temps, qui va plaire, j'ai l'impression, aux auditeurs du 91.9 parce que, sans le connaître personnellement, je suis un peu le travail de Georges Larac à travers ses médias sociaux, à travers ce qui se passe à la radio. Puis il y a une grosse relation là, avec son auditoire, avec les gens qui l'écoutent. J'ai l'impression que ça va peut-être amener des gens au soccer. C'est là où je m'en allais. Mais Georges, justement, c'est quelqu'un qui est aimé de tous. Tous les auditeurs aiment Georges Larac. Il y a les mercredis Moral Autoprix où tous les gens viennent voir Georges Larac habituellement en temps non pandémique là, pour pouvoir avoir des signatures, pour pouvoir discuter avec lui. Il a déjà fait son émission également à l'extérieur. Donc, les auditeurs aiment beaucoup Georges. Puis, Georges connaît son soccer, mais c'est juste que Georges a joué compétitif étant plus jeune. Il a dû faire le choix entre le soccer et le hockey, comme Patrice Bernier a dû le faire également plus jeune. Puis Patrice Bernier avait choisi, bien sûr, le soccer au lieu du hockey, alors que Georges, ça a été plutôt l'inverse. Donc, il connaît bien son soccer. Il y a des billets également. Moi, les billets les plus chers là. Sur les lignes de côté. Il est là depuis des années sur les lignes de côté. Je peux même te dire où il est assis. Là, moi aussi, exactement. Puis donc, non, c'est une bonne chose. Puis,
Également, si ça peut amener certains amateurs de hockey à justement plus suivre le soccer parce que, étant un joueur de hockey de base, Georges peut amener, quand il y a une auditoire hockey qui le suit beaucoup. S'il peut les amener également à connaître un peu plus le soccer, ben, ça sera un coup extraordinaire puis incroyable de la part de notre supérieur pour pouvoir amener Belle une autre audace. clientèle également. Oui, exactement. Belle audace. C'est ça. Je Non, voulais donc simplement le félicitations. souligner. Non, effectivement. Mais non, c'est une belle chose pour la station. Puis j'ai vraiment hâte. Je te dirais que j'ai super hâte parce que ça fait longtemps qu'on souhaitait avoir les droits de diffusion d'une autre formation que celle, par exemple, du Rocket de Laval, aller dans un autre sport également. Alors, le fait d'avoir les droits de diffusion du CF Montréal ici au 91.9 Sports, ça représente beaucoup. Puis j'espère que les auditeurs vont être nombreux également à nous suivre là-dedans, puis tout ça, parce que ben, j'en connais plein des partisans de soccer. Toi-même, tu es un grand connaisseur de soccer oui. aussi. Donc, je suis content, non? C'est vraiment une bonne chose. Puis, étant donné que les grosses équipes montréalaises ont déjà des ententes avec Cogeco, le Canadien, les Alouettes, ça donnait, je pense qu'à la fin de ce contrat-là, c'était la chance pour le 91-9 de scorer à Montréal avec une équipe de Montréal. Tout à fait, sans vous lancer des fleurs trop, là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Puis écoute, il y a de l'opportunisme, clairement, dans cette négociation-là, parce que je suis convaincu que le 98.5 a été féroce, même si c'était pas le nerf de la guerre pour eux en termes de code d'écoute. Il y avait quand même une solide équipe. Solide équipe, il faut quand même le mentionner. Jérémy Filosa, c'est une sommité en termes de soccer au Québec. Puis que dire de Arcadio qui a fait son travail d'analyse pendant si longtemps. Si Arcadio un jour écoute mes podcasts, je le salue. Une connaissance à moi, qui est maintenant dans l'organisation de CF Montréal. Remplacé par Vandré Lefebvre qui a fait du bon travail. Bon, assez parlé de soccer et de toutes ces équipes de description. Mais bref, félicitations aussi à toi, FX, qui sera à la mise en onde de ces matchs. Très, c'est cool. Bravo de développer ça. Enfin, on va peut-être plus en parler avec vous autres. On ne sait pas. J'espère que ça va être ça parce que le défi pour le CF Montréal, c'est de faire plus parler dans les médias traditionnels. C'est ça la réponse. Bon, bref. De retour au hockey, ta chronique, ça s'appelle l'État des forces, c'est pas pour rien. Et puis, tu nous as préparé un top 5 des équipes qui vont bien. Puis là, FX, c'est la première fois que tu es venu nous parler. Oui, effectivement. Je vais dire une première chose. De un, tu n'avais pas adoré ta performance. Pourtant, ça avait bien été. Mais je t'annonce que c'est déjà meilleur ce soir, donc bravo. Merci. Et de deux, on n'avait pas un gros échantillon. C'était un début de saison. Et je ne me souviens pas les équipes que tu avais positionnées à quel endroit. Mais de ce que je me rappelle, ça ne ressemble pas à ce que j'ai devant moi. Non, pas du tout. Ben, en fait, il y a 2 équipes sur 5 qui sont encore là et c'est les 2 premières positions de la dernière fois qui sont encore les 2 premières positions pour l'état des forces cette semaine. Sauf que tu vois, en début de saison, je vais y aller du classement de début de saison. Après ça, on va pouvoir comparer également aussi. En 5e position, tu avais le Canadien qui avait un excellent début de saison, que j'avais pas le choix de les placer dans le top 5. Au moment où on s'est parlé, début février, le Canadien avait une fiche de 8 victoires, 2 défaites et 2 défaites en surtemps. Là, depuis ce temps-là, on sait quand même qu'ils ont eu 7 défaites en surtemps parce que ça a pris un méchant bon bout avant qu'ils l'emportent en prolongation ou en tir de barrage. Incroyable. Ça, c'est un autre dossier. Bref, on n'en parlera pas ce soir, mais effectivement, 4e position, tu avais les Maple Leafs de Toronto avec une fiche de 10-2-1. Les Maple Leafs, ça a été super bon pratiquement tout l'ensemble de la saison, à part dernièrement. Et à cause, justement, des insuccès dernièrement, je ne peux pas les placer dans mon top 5 parce que ça a été trop difficile. Puis ça a permis aux équipes de la division canadienne également de remonter et de chauffer maintenant les Maple Leafs de Toronto. Ça fait peur à tout le monde aussi, hein? J'ai l'impression que cette équipe-là, qui semblait vraiment meilleure que tout le monde, les Leafs sont toujours des faiblesses cachées. Hein? Puis on recommence à parler des séries éliminatoires pour les Leafs qui pourraient être encore une fois difficiles cette année. Bref, c'est toujours le même discours. Mais sinon, en 3e position, on avait les Bruins avec 8-1-2 comme début de saison. Et malgré le retour de Pasternak, ça a été quand même difficile pour les Bruins dernièrement, sauf qu'ils ont une excellente division. On peut mettre ça également sur le fait qu'ils ont une excellente division, puis que c'est pas facile, puis tout ça. Donc, ils ne sont pas de mon top 5. Je ne vais pas vous nommer les positions 2 et 1 parce que c'est les mêmes, puis je ne veux pas non plus tout de suite dévoiler le punch. Mais vous avez peut-être un doute sur les 2 premières positions, c'est une évidence. Mais bref, on va en parler tout à l'heure. Pour le moment, je vais aller, Matt, avec ma 5e équipe de l'État des forces en ce 24 mars. Ça fait maintenant 1 mois et demi, quasiment, de la dernière intervention ensemble. Et en 5e position, et c'est pas facile parce que j'ai hésité entre 2 équipes, OK? J'ai hésité entre les Caps et les Panthers.
Et finalement, j'ai opté pour les Capitals de Washington et je vais expliquer pourquoi. J'enlève absolument rien à la formation des Panthers de la Floride qui vraiment cette année surprend tout le monde puis à tous les niveaux. Puis ça, tout le monde est d'accord avec ça aussi. J'ai choisi les Caps parce que les Capitals sont dans une division qui est pas facile, tandis que dans la division des Panthers, oui, tu as les Panthers, oui, tu as les Hurricanes, oui, également, tu as le Lightning de Tampa Bay, mais après ça, tu as les surprenants Blackhawks qui, éventuellement, quand ça commence à les rattraper, justement, là, cette équipe un peu Cendrillon de début de saison qui était privée de leurs meilleurs éléments. Puis bref, ça paraît en ce moment aussi. Lorsque Lankinen n'est pas en mesure d'être à la hauteur des attentes depuis le début de la saison parce qu'il avait été extraordinaire, ben, ça fait en sorte que c'est une équipe qui, nécessairement, ne va pas chercher des victoires. Puis les autres formations, tu retrouves les Preds qui sont décevants, les Blue Jackets qui sont décevants. Puis on ne parlera pas non plus des deux autres équipes de cette division-là qui vont nulle part non plus cette année. Vraiment. Alors, j'ai choisi les Caps, dossier de 27-4, 44 points depuis le début de la saison. Ils ont eu une séquence de 7 victoires de suite également dernièrement avant de perdre contre les Rangers. Et ces 7 victoires-là sont survenues aussi sans Tom Wilson qui avait été suspendu, rappelle-toi, 7 rencontres. C'est ça que je trouve impressionnant de cette équipe-là. Puis depuis que Tom Wilson est revenu, ils ont trouvé le moyen de perdre, mais qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent, mais devant le filet, ils ont trouvé un duo de gardiens qui, pour le moment, ça fonctionne super bien. Bel équilibre aussi. Tu as Vitek Vanecek, tu as Ilya Samsonov. En début de saison, c'est Ilya Samsonov qui était là. On se rappelle tous, il y a eu des cas de COVID chez les Caps. Par la suite, ça a laissé la place à Vitek Vanecek qui a fait le boulot. Mais là, on maintenant, a débarré les chambres communicantes à l'hôtel des Capitals. Avec là, ça a semé la cohue, là. Les 3 chambres des Russes. Wow, tout le monde ensemble, gros party. Là, puis Vitek Vanecek, Cédric en a glissé un mot dans son segment. Mais ce gars-là sort de pratiquement nulle part, comme plein de gardiens des Capitals, me dira-t-on. Là. Mais c'est quand même exceptionnel. Il a ramassé 12 ou 13 victoires en 22 matchs, si je ne me trompe pas, pour un gars qui n'était même pas censé avoir de l'action dans la LNH. On était censé avoir Anderson, Lundqvist. Fait que les scénarios ont été différents pour les Caps et j'imagine que c'est l'une des raisons pour laquelle ils se retrouvent dans l'état des forces parce que même sans les gardiens qu'on pensait avoir, cette équipe-là, increvable, avec toujours les mêmes bons joueurs qui vieillissent, mais qui sont si performants. Que dire de Niklas Backstrom, qui est encore dominant cette année. Puis on les voit pas, mais ils gagnent. Mais tu vois, cette année, on n'en entend pas parler des Caps, puis pourtant, ils connaissent une excellente saison. Puis tu parles de Backstrom. Backstrom, c'est 34 points cette année en 31 matchs. Et Backstrom, pour moi, c'est la même histoire à chaque année. Puis tu vas peut-être être d'accord avec moi là-dessus. C'est tout le temps, Niklas Backstrom, ben, on le prend-tu dans un pool de hockey ou on le prend pas? Ben oui, on le prend parce que c'est un gars qui est sous-estimé, qui va te ramasser des points à la pelletée, puis pourtant qui, en ce moment, joue sur un deuxième trio à Washington parce que le premier centre, on laisse ça quand même, encore une fois, à Yevgeny Kuznetsov, qui pour lui, c'est plus difficile quand même cette saison. Mais bref, les Caps, encore une fois, équipe solide. Ovi qui a dépassé également Phil Esposito la semaine dernière en termes de but, qui est prêt maintenant du 5e rang. Et je veux terminer ce segment sur les Caps avant d'y aller avec ma 4e équipe, Mathieu, en te posant la question sur les lèvres de tous les fans des Caps actuellement. Le record du nombre de buts, c'est Wayne Gretzky avec 894. Peut-être que tu sais où je m'en vais, peut-être pas non plus. Ovechkin est présentement à 720. Est-ce que Alex Ovechkin peut un jour égaler ou battre le record détenu par Wayne Gretzky? Et j'ai essayé de calculer un peu le nombre de buts que ça prend par saison. Puis tout ça, Ovechkin, il commence à être assez vieux aussi. Et de ce que j'ai calculé, si on ne compte pas la saison actuelle, par contre, parce qu'il va ramasser encore une fois des buts cette année, mais il doit maintenir un cap de 44 buts lors de ses 4 prochaines saisons s'il veut battre le record de Wayne Gretzky, sauf qu'il va amasser des buts d'ici là avant la fin de la campagne. Mais c'est un énorme test pour un gars qui, je le rappelle, adore son pays natal, aimerait assurément jouer pour une équipe de la Russie un jour ou l'autre. Est-ce que cet objectif-là, c'est quelque chose qui lui tient tant que ça à cœur? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il va l'obtenir? Si on se fie à sa cadence qui, année après année, ne ralentit pas, j'ai de la difficulté à me positionner là-dessus. Moi, je vais te dire que j'espère que dans un temps moderne comme celui-là, où il y a moins de buts marqués, comme c'était le cas il y a environ 10 ans, c'était plus difficile de marquer. Là, maintenant, ça revient avec les points. Puis on voit la saison de Connor McDavid actuellement. Mais est-ce que tu vois un gars comme Alex Ovechkin éventuellement battre ou égaler ce record-là? Moi, je vais dire oui. Parce qu'en fait, je vais dire que je le souhaite. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je le souhaite parce que
Dans le hockey moderne, j'aimerais ça voir ça. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me croise Je les vais doigts. me faire l'avocat du diable en répondant non. Ouais. Je souhaite aussi de tout cœur, mais j'ai l'impression que c'est un joueur, puis écoute, corrige-moi si tu n'es pas d'accord avec ce que j'avance, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui va avoir besoin d'un nouvel élément, peut-être pour redynamiser sa carrière. Je ne parle pas d'une transaction ou rien du genre, mais si les Capitals, dans 2 ans, sont moins bons, ce qui est probable, là, c'est quand même une équipe qui vieillit, qui éventuellement va peut-être penser à échanger Kuznetsov, va peut-être penser à échanger des joueurs qui ont encore une bonne valeur, qui vont peut-être vouloir repartir à zéro. Écoute, je spécule, là. Tout ça pour dire, imagine, ils draftent un gars dans le top 3, un joueur qui est prêt, que ce soit un défenseur mobile qui peut lui donner beaucoup la rondelle, ou un joueur de centre ou un ailier qui peut le compléter. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être lui faire jouer plus de saisons. Parce que pour moi, c'est la seule solution qui est probable. Il faudrait qu'il ait un peu plus de temps, parce qu'en 4 saisons, j'ai pas l'impression que dans 3 saisons, Ovi va encore être capable de marquer 45 buts. Va en marquer 30, 35, c'est peut-être 40, mais là, il faudrait que ce soit 45 à tous les ans, sinon il prend du retard. On se comprend? Ouais. Donc, je vais dire que non, mais il sera pas loin. Et puis la prochaine marque n'est qu'à 11 buts, 731, Marcel Dion. Exact. Puis on l'a entendu dernièrement dans les médias commenter en disant, là, hockey a beaucoup changé. Moi, ajoutez-moi quelques années de plus. Puis moi aussi, j'aurais été pas loin de Gretzky. Bon, j'ai trouvé ça amusant de le voir et pas de dire c'est une autre époque, tout de suite lui lancer des fleurs. C'est quand même défendu. Hey, 731 buts, c'est le Québécois avec le plus de buts. Exact, dans l'histoire de la LNH. C'est quand même très intéressant, Fix. Ouais, puis écoute. Tu nous en reparleras dans 5-6 ans. Si c'est hockey. Ouais, si c'est hockey encore présent dans 4-5 ans, on va en discuter, c'est sûr et certain, on verra là. Mais effectivement, pour terminer sur le dossier, ce que je trouve dommage dans le cas d'Ovechkin, on en parle là, c'est qu'il a évolué également dans une époque où il y a eu des lockouts, où il y a eu des mi-saisons, où il y a eu des saisons également qui ont été rapetissées avec la pandémie puis tout ça. Donc, il n'a pas vécu à une époque qui l'avantageait tant que ça en nombre de buts, puis lui permettre également de devenir le meilleur, si tu veux, franc-tireur de tous les temps. Par contre, pour notre génération, ça ne demeure pas moins qu'Ovechkin, ça a été quand on était jeune, notre icône concernant un franc-tireur, un gars explosif et tout ça. Ça a toujours été le cas. Donc, je lève mon chapeau quand même pour c'est notre génération. Les Corvi Ovechkin, on a grandi avec eux. Très intéressant. Numéro 4, FX. Je vais dire la fiche. Comme ça me fait un petit... j'ai les fiches puis les équipes. Puis après ça, comme ça, les gens vont peut-être pouvoir se dire je le sais ou je ne sais pas. Bon, c'est une fiche semblable à celle des Caps. 21, 8 et 4 pour 46 points. C'est quand même étonnant de voir cette équipe-là encore bien positionnée avec ce coach-là qui fait des miracles, qui a choisi le seul coach qui gagne une coupe et avec la coupe des mains est en train de réfléchir à sa prochaine équipe. Effectivement. Mais je dis ça comme ça. Vas-y. L'équipe numéro 4, ce sont les Islanders de New York qui, encore une fois, puis un peu tout le temps comme les oubliés aussi. À chaque saison, on se dit depuis 2-3 ans, même si Barry Trotz est là, cette équipe-là, offensivement, oui, compte sur certains éléments comme Matthew Barzal, mais tu te dis, est-ce que cette équipe-là va être en mesure de garder son style défensif et de se forger là-dessus une très bonne saison? Puis à chaque année, ils le font. Puis à chaque année, je suis autant surpris. Puis je me dis, comment ça se fait que cette équipe-là, je dis pas que c'est une équipe qui n'a pas de talent, c'est pas ça que je dis du tout, là, mais c'est une formation quand même qui, défensivement, de certains éléments, il joue le plan de match, ça ne compte pas beaucoup de buts. Et le duo de gardien de but, Barry Trotz réussit tout le temps, même si c'est en switcher un. Ça a été Thomas Greiss pendant une certaine période de temps maintenant. C'est Ilya Sorokin qui arrive un peu de nulle part. Ben, on l'attendait avec impatience à la Ligue nationale, Sorokin, mais on ne savait pas nécessairement si ça allait donner quelque chose. Et finalement, cette saison, il connaît énormément de succès avec Varlamov. Ça sépare super bien la tâche devant le filet. Matthew Barzal, encore une fois, une très bonne saison, 25 points en 33 matchs, mais ça ne demeure pas moins que 25 points en 33 matchs pour un meilleur pointeur d'une formation, c'est pas beaucoup, là. C'est peu, Mais cette équipe-là, c'est moins que Tyler Toffoli, encore. C'est moins que Tyler Toffoli, incroyable, mais c'est vrai. Et dans le cas de Sorokin, je veux juste en glisser un petit mot quand même, là, a très mal commencé la saison, ça a été 0-2-1 pour lui, mais depuis ce temps-là, à ses 8 derniers matchs, Matt, c'est 8 victoires, 0 défaites, 1,41 de buts accordés et un pourcentage d'efficacité de 938. Alors, lui et Varlamov font un excellent travail devant le filet, encore une fois, un système d'alternance. Ça allait si bien que ça pour lui. Wow! Ouais. C'est impressionnant. 26 ans, hein, je crois.
Ouais, exactement. Un choix de Repêché troisième par ronde. l'équipe, Ouais. il y a quelques années. A joué en Russie pendant plusieurs années, puis après ça, a fait son arrivée en Amérique du Nord et tout ça. Mais exactement, c'est le cas de Sorokin qui a 25 ou 26 ans, mais effectivement, c'est un gardien de but que Bob Hartley a vanté sur nos ondes parce que Bob Hartley est collaborateur. Il l'a vanté sur nos ondes à multiples de reprises parce que c'est un gardien de but qui était très fort en KHL et Bob coach en ce moment en KHL. Alors, voilà pour Sorokin. Le seul point négatif à apporter, j'aime ça te lancer des petites questions comme ça en terminant. Ouais, moi aussi. Andersley est blessé pour le reste de la saison. T'es les Islanders de New York. Est-ce que tu bouges d'ici la date limite des transactions? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'actuellement, avec la blessure d'Andersley, ça peut compliquer les choses. Est-ce que tu vas chercher un très bon ailier droit sur le marché? Et si oui, ou un très bon attaquant de tout court, est-ce que Taylor Hall pourrait être une option valide peut-être pour les Islanders de New York? Est-ce que tu vas chercher Taylor Hall si t'es les Islanders en ce moment? Écoute, tu t'informes du prix, c'est une chose certaine. Mais moi, je te relance une sous-question. Tu vas donner quoi? Parce que je suis d'accord, là. Écoute, ils doivent s'améliorer. Mais tabarouette. Si ça vous dit rien, là, ce que je dis quand je parle des Islanders, puis j'ai pas l'impression qu'ils n'ont rien à donner, voyons, je vais articuler, dans une transaction, ouvrez votre Xbox, NHL 21, partez-vous un devient léger, allez voir les Islanders. Vous allez voir, vous n'avez pas grand-chose. Il y a bien du rouge, des joueurs qui veulent échanger, puis il n'y a pas grand-chose qui a énormément de valeur. Tout ça pour dire, c'est un jeu vidéo, là, on ne fait pas des parallèles directs, mais c'est pour illustrer une image. Je pense que c'est une équipe qui a une grande valeur en termes de leadership. Des bons joueurs, bons dans le champ. Josh Bailey, repêché là-bas, choix de première ronde de l'équipe au milieu des années 2000, est encore là à peu près 15 ans après. C'est des gars qui ont duré longtemps. Ça veut rien dire, là, ce que je viens de dire, mais tout ça pour dire... Non, je comprends. Mais ils ont l'identité du club à cœur. Oui, puis les vétérans, les joueurs qu'on est allé chercher un peu random, je pense à Léo Comara. Il est encore là. Je veux dire, il y a quand même, semble avoir un respect pour les vétérans. J'ai l'impression qu'il y aurait besoin de punch à l'attaque, mais Casey, ses équipes, c'est encore là. Un show de première ronde qui n'a pas fait. Il semble la 4 depuis 10 ans. Il me semble un show de première ronde qui ne fonctionne pas. Tu veux le sortir, tu l'as dans la face, c'est une quatrième trio. C'est pas satisfaisant. Bon, il y a quelque chose avec cette équipe, mais j'ai l'impression qu'on se compromettrait à donner un choix ou quelque chose, mais c'est certain que Taylor serait un bon fit. Écoute, ça amènerait une dimension à l'attaque puis un line mate à Matthew Barzal. Ouais. Vraiment, c'est ça. Ouais, puis il y a quelqu'un qui commande. En fait, moi, je vois deux options logiques, deux joueurs, deux prospects, mais il faudrait rajouter à ça. Là. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, c'est une bonne idée aussi. Là. Oliver Wahlstrom, exactement. Ouais. Ça, c'est une option, mais encore une fois, il faudrait voir. 15 points en 26 matchs pour lui cette année. Sinon, tu as Noah Dobson aussi en défense. Un gars qui a joué toute sa carrière dans la LHMQ également, qui a fait de l'excellent travail, un très bon défenseur. Ça pourrait être une option aussi. Mais est-ce que tu veux vraiment aller chercher Taylor Hall qui, de formation à formation, n'a jamais été en mesure vraiment d'avoir un impact positif dans une équipe? C'est le clou dans le cercueil, FX. C'est le clou dans le cercueil. Les sabres pour Taylor Hall, là, il a misé sur lui-même. Sais-tu quoi? Il a perdu. Puis quand tu perds, on ne t'ordonne pas ta mise, mon ami, c'est terminé. C'est tellement dommage, mais j'ai l'impression que ce gars-là n'aura pas le choix de signer soit à long terme pour peu, c'est-à-dire quelque chose comme 6 millions, un contrat de 4 ans, genre, à une équipe qui va être prête à faire le pari, à dire ce gars-là peut nous amener quelque chose. Mais Taylor Hall, pour moi et pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, a perdu le super devant Star cette année. Parce que, écoute, tu es dans une équipe perdante. C'est bien beau gagner, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut que ça prenne des joueurs qui t'y amènent. Et ça n'a pas semblé montrer qu'il peut faire partie de la solution. Non. Et moi, j'étais un grand fan des Sabres. Pas comme équipe, mais j'adore les joueurs. J'adore Jack Eichel. J'aime Dalen, Ristolainen. Je trouve que ce sont des... Là, on a dévié sur les Sabres. Non, mais je comprends. Mais tout ça pour dire que j'ai l'impression que Hall a un peu perdu ça. Sa valeur va être très haute dans une transaction parce que les Sabres vont essayer de justifier. Là. S'ils l'échangent contre pas grand-chose, c'est une double perte, là. On vient de montrer qu'on a échoué, puis on n'a quasiment rien pour. C'est presque insultant. Si les Sabres réussissent à faire une bonne transaction, ça va peut-être enlever de la pression sur les épaules de Hall. Peut-être le déresponsabiliser. L'équipe va peut-être envoyer le message en l'échangeant contre beaucoup que c'était à l'interne que ça ne fonctionnait pas. C'était un problème de fit. Tout ça pour dire, on peut vraiment aller dans toutes sortes de directions par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que Barry Trotz, c'est pas le genre d'élément incertain. Et je lisais les commentaires là, qui disaient les Islanders, c'est mon équipe. C'est une équipe qui est construite différemment.
Je suis relativement d'accord avec ça. Puis je conclue avec ce que tu disais par rapport à Dobson. Je pense que Wahlstrom pourrait très bien être échangé dans le sens où ce gars-là fait pas encore partie de la grande équipe. Mais Dobson, il l'aime bien là-bas, j'ai l'impression. Mais non, effectivement. Tu ne veux pas échanger Noah Dobson, mais non, pas du tout. Écoute, ça va devenir un sacré joueur de hockey. Ouais, dans mon livre à moi, ça va être un très, très bon joueur dans la LNH. Meilleur encore que ce qu'on s'attendait. C'est pas un joueur élite, mais c'est un gars qui a tout dans son hockey. Intelligent, tellement mobile. C'est un défenseur nouvelle génération. Vraiment, ben oui, effectivement. Puis j'en profite avant de nommer mon troisième choix pour renchérir un peu sur les Sabres parce qu'on est parti là-dessus puis tout ça. Mais c'est une organisation qui, tu l'as mentionné, a beaucoup de jeunes espoirs puis des très bons jeunes. Puis écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Jack Eichel non plus également. Écoute, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas pour Jack Eichel à Buffalo. Mais ils ont de très bons jeunes. Ils ont une très bonne jeune équipe, mais tu regardes, il y a tellement de joueurs qui sont surpayés. Tu as tellement fait d'erreurs côté financier. On en a voulu pendant des années à Marc Bergevin pour sa signature de Carl Osner, qui finalement s'est avéré être un fiasco. Mais tu regardes la situation des Sabres, puis pour vrai, quand tu il n'y a rien là. Sol, exact. C'est absolument rien. Parce que tu regardes ça, tu te dis, voyons donc, Okposo qui est signé à ce prix-là, puis qui fait rien. Voyons donc, Jeff Skinner qui est laissé de côté, qui a 3 points cette année, puis qui est payé 9 millions de dollars par année. Pour vrai, je me console quand je compare la situation, par exemple, du Canadien à celle des Sabres de Buffalo, de n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, mais il y a quelque chose qui ne va pas à Buffalo. Il y a quelque chose qui devrait être arrangé. Une sorte de question par rapport à... Oui, ça va, les mauvais contrats, mais à un moment donné, Tage Thompson, ou Middlestat, ou... Tu sais, ils ont tellement de bons... Eric Stahl Taylor Hall ou Eichel, je comprends qu'il est blessé. Mais écoute, c'est rare que tu vois un joueur embarquer sa glace, puis que par son non-verbal, c'est même pas son regard, son visage ou rien, que par son non-verbal, il demande une transaction. On va pas si souvent, là. Mais moi, je vois Eichel, là, puis ça va pas. Il dégage le gars qui veut s'en aller, puis écoute, je le comprends parce qu'il a fait lever la foule quelquefois. Je dis pas qu'il a fait gagner l'équipe, mais à un moment donné, il a l'air d'avoir une espèce d'énergie là-bas qui, quand on se compare, on se console. Pas juste pour les contrats, pour les performances aussi. Je sais. Les fans la série de défaites aussi cette année, là. Ouch! Vraiment. Ah, c'est désolant. C'est combien? Je l'ai vu là sur Campus. Ça a été de quoi comme 12 défaites consécutives pour les Sabres de Buffalo. Ça a été l'enfer. Pour un club sur papier comme ça, c'est inacceptable. Oui, inacceptable. Bref, on va jaser de choses plus heureuses. On va enchaîner avec le troisième choix. On est des gars positifs, nous autres. On est des gars positifs. Moi, parler d'une formation nécessairement qui connaît des ratés encore une fois cette année. On va perdre mon pool. Parce qu'on en s'appelle que j'ai fait une story pour flexer que j'étais premier dans mon pool. Bien, chers amis, quand on crache en l'air, ça nous retombe dessus. Je suis maintenant dernier ou avant-dernier. Bref. Ton troisième choix, c'est une équipe, par exemple, qui m'aide beaucoup dans mon pool. Il y a un joueur qui est décevant, mais il y en a un autre qui fonctionne très bien, que j'ai pris de eux. Et c'est un défenseur qui a profité de l'absence d'un autre défenseur. Leur fiche, 20 victoires, 8 défaites et 3 défaites en prolongation. C'est très bon. Ça pourrait être encore meilleur, mais cette équipe-là joue d'une manière quand ils gagnent. Qui est vraiment... qui est clair, c'est clair, net et précis quand ils sont là pour gagner. Vous n'avez qu'à regarder leur avantage numérique. Pas trop de questions qui se posent. Non, pas du tout. Puis le choix numéro 3, c'est l'Avalanche du Colorado. Et je devine un peu par qui le défenseur que tu parlais justement il y a quelques secondes. Là, tu parlais de Samuel Girard, probablement, qui a pris la place de Carl McCarr un peu dans l'alignement pendant sa blessure. Sauf que l'Avalanche du Colorado, ça n'a pas été une saison qui a été nécessairement facile. Mais maintenant que McKinnon est vraiment là à 110 %, il a accumulé 11 points à ses 5 derniers matchs. Carl McCarr est de retour aussi dans l'alignement. Et depuis 2 semaines, cette équipe-là, Mathieu, tu regardes les performances match après match. C'est un train. C'est un train qui arrive. Puis vraiment, je revois l'Avalanche du Colorado qui, moi, j'avais placé comme prétendant de la Coupe Stanley en début de saison parce que je vois de cette équipe-là tellement un bon mélange de jeunes, vétérans. Le seul point d'interrogation, c'est devant le filet. Mais cette équipe-là, de ce que je vois en ce moment, joue vraiment du bon hockey, un bon top 4 également défensivement. McKinnon qui connaît une bonne saison, encore une fois, c'est 38 points en 31 matchs. Carl McCarr, comme je l'ai dit, qui est revenu de blessure et ça crée une énorme différence au sein dans le vestiaire, puis au sein du classement général aussi également. Alors, c'est pour cette raison-là quand même que je lance l'Avalanche du Colorado au 3e rang. Et c'est qui ta déception dans cette équipe-là? Parce que tu me parlais d'une déception, peut-être un joueur qui ne produit pas. C'est-tu un joueur de 2e, 3e trio? Non, c'est un gars que j'ai pris très tôt dans mon pool en me disant, lui, il a le C sur son chandail, mon ami.
Ouais. Il faut qu'il en mette plus que 8 dedans à mi-saison. Là, c'est à peu près le nombre de buts qu'il y a, 8 ou 9. Je parle de Gabriel Landeskog. J'ai pris, je pense, en 3 ou 4e ronde de mon pool parce que moi aussi, je fondais énormément d'espoir en l'Avalanche en début de saison. Je me disais, cette équipe-là, vraiment tout, là, avec Gros Bauer, ça, je ne l'ai pas pris, mais je m'attendais à une grosse saison de sa part. Il nous montre qu'il s'est vraiment rendu un bon gardien numéro 1. Autre produit des Capitals, un des 50 gardiens de la Ligue qui a déjà joué pour les Caps. Oldby, Varlamov, Gros Bauer, etc. Tout ça pour dire que, écoute, Landeskog, sans dire qu'il est décevant avec un D majuscule, j'aurais pensé peut-être qu'il aurait été un peu plus impliqué. Parce que Rantanen n'a pas été là beaucoup l'an passé. Non. Fait que Landeskog a ramassé beaucoup de points. C'est un gaucher. Et là, je lis dans les commentaires, agent libre cet été, oui, et ça, Gabriel, c'est pas bon là, la saison que tu nous sors là, comme agent libre. Dans l'équipe dans laquelle tu es présentement, parce que des gars à signer, il va en avoir quelques-uns, parce que c'est pas juste des bons joueurs qu'on a actuellement. Il y en a quelques autres bons qui s'en viennent. Je pense à Justin Barron en défense, Alex Newhook en attaque, et aussi tous les autres joueurs qui jouent dans le bottom six. Là. Je pense à Tyson Jones et d'autres gars qui n'ont pas de place là, pour éclore. Effectivement. Fait que toute une équipe de hockey, sur tous les aspects. C'est ça. Puis t'en parles parce que tu nommes des bons jeunes, puis tu regardes cette équipe-là, puis tu te dis, c'est vraiment, tu as tellement de bons espoirs qui s'en viennent, et tu te dis comment ces gars-là vont réussir à trouver une place dans l'alignement. Ils vont réussir à en trouver une, mais c'est fou à quel point tu réussis à avoir des bons vétérans et des bons espoirs. Tu sais, Bowen Byram, on n'en a pas parlé non plus. Tu sais, tu regardes cette brigade défensive-là avec Carl McCarr, Bowen Byram, Samuel Girard, Connor Timmins. Bref, non. Toute une saison de la part quand même. Ryan Graves, qui est sous-estimé, à mon avis aussi. Non, vraiment une très, très bonne formation, celle de l'Avalanche du Colorado. Et c'est pour cette raison-là que je les ai placés 3e. Mais derrière, une équipe au 2e rang, Mathieu, je vais te laisser nommer la fiche de cette équipe-là. Derrière une équipe qui les devance dans la même division. Et je te laisse y aller de la fiche. Après ça, je vais nommer l'équipe. Mais... 22, 7 et 1. Et écoute, pour ajouter un peu au suspense, c'est coriace entre les deux équipes cette année. On les a vus dans une classique en après-midi /soirée. Se battre pour la victoire. Écoute, c'est deux équipes où on est en train de voir une rivalité parce que, non pas ils ont un style semblable, mais il y a quand même dans leurs différences, ce sont quand même deux équipes qui se ressemblent parce que, bon, partout. Exact. Autant sur leurs 4 trios, sur leurs 3 paires de défenseurs, qu'un bon gardien devant le filet. FX, je te laisse dire ta deuxième équipe. Les Golden Knights de Vegas, mon ami. Écoute, attends, je vais faire une petite pause parce que là, je vais te dire, vous interagissez pas avec vos spectateurs par coach Jonathan Barbeau qui faisait dire en passant. FX, il est tard, on le sait, on est presque fini, coach. Mais c'est un bon signe que tu as écrit au début. Puis à peu près 40 minutes plus tard, soit tu reviens, ça veut dire qu'il je pense qu'il est revenu. Connaissant le coach, il a dû revenir, mais... Je vais prendre pour acquis que tu es resté, juste pour... Mais écoute, de te voir écrire à 30 minutes d'intervalle, c'est signe que ça ne te dérange pas tant que ça qu'on interagisse. Puis là, c'est fait. Chose faite. Bon, excuse-moi, FX. Non, mais c'est correct. Coach a besoin qu'on lui donne un peu d'amour, ça ne me dérange pas. Les Golden Knights, maintenant, c'est ça, exactement. Écoute, ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. Premier rang de la même division que le Colorado. Et, Matt, jeudi, retenez ça, le Colorado affronte les Golden Knights. Alors, j'ai très, très hâte de voir ce match-là parce que maintenant que le Colorado connaît du succès dernièrement et que les éléments clés sont de retour, je pense qu'on va avoir le droit à tout un duel. Et ça, j'ai vraiment hâte. Mais dans le cas des Golden Knights, là, Pacioretty a raté le dernier match pour une blessure mineure au bas du corps. Je ne sais pas s'il va être là jeudi prochain également contre l'Avalanche. Mais quelle saison quand même pour Max Pacioretty. Et tu vois, c'est 16 buts cette année. Je trouve que on en parle beaucoup quand Nick... Écoute, je ne vais pas revenir sur la transaction Suzuki-Tatar contre... Non. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je trouve juste que quand Suzuki et Tatar connaissent de bonnes performances, on est les premiers à crier. On les a volés. On est les premiers à crier. Mais quand Pacioretty connaît une bonne saison comme ça, il n'y a personne qui en parle. Bref, je lève mon chapeau quand même à un ancien capitaine du Canadien, Pacioretty, 16 buts cette saison, 30 points. Ça vaut la peine de le mentionner. Bon, vous me direz, il joue avec probablement un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale, un gars qui est bon des deux sens de la patinoire,
Un gars qui a quand même 12 buts cette année, 38 points en 29 matchs, Mark Stone. Oui, mais quand même réussi à la mettre dedans. Puis c'est ça qu'on attend de Max Pacioretty dans cette équipe-là. C'est intéressant ce que tu dis, Félix. Je prends la balle au bon parce que quand Tatar est dans les estrades, Suzuki a la gang de la deuxième année jusqu'à la gorge. Ah ben, eux autres à Vegas, là, ils doivent la trouver pas si bien que ça, la transaction, parce que on s'entend que pour aller chercher un capitaine, t'as pas le choix de donner un jeune. Là. Pas le choix de donner un espoir de premier plan. Les Golden Knights ne sont pas fâchés que Nick Suzuki devienne un bon joueur. Même, ils savaient probablement que ce gars-là avait un excellent potentiel. Quand tu repêches un joueur, là, habituellement, parce que tu te vois plus qu'un an, 2 ans, 3 ans avec le joueur. Ça pour dire, je pense que les Golden Knights ont payé un prix, sans revenir sur la transaction encore une fois, un prix élevé, mais relativement juste, dans le sens où les deux, le duo du Canadien et le joueur de Vegas, s'échangent des bonnes séquences. Pacioretty n'a pas eu de longues périodes, de longues pannes avec les Golden Knights. Non, pas du tout. Les autres sont très, très contents. Je suis convaincu de son acquisition. Puis cette année, probablement encore plus contents que nous parce qu'on peut bien être content avec Suzuki et Tatar, mais écoute, les Golden Knights sont 22-7-1. Là. Effectivement. On a perdu une seule fois en surtemps comparé à nous autres. Là, tu sais. La seule chose que je pourrais dire, c'est que, puis là encore une fois, c'est des oui-dire, il n'y a pas de confirmation, mais le joueur au début que les Canadiens voulaient dans la transaction, c'est un certain Cody Glass, qui avait été repêché la même année que Suzuki, mais plus tôt dans le repêchage. Et finalement, on n'avait pas voulu donner Cody Glass. On a dit, voulez-vous prendre Nick Suzuki? Et ça a fait le bonheur des dirigeants du Canada de dire, ben oui, on va le prendre, Nick Suzuki. Tu sais, si tu nous l'offres, on va le prendre, c'est sûr et certain. Mais bref, petite parenthèse que je ferme à l'instant même parce que je ne veux pas en parler davantage, parce qu'on y reviendra dans 2-3 ans. On en parlera lorsque Nick Suzuki commencera à avoir vraiment une carrière de plus longue dans la Ligue nationale. Mais la dernière chose que je veux parler des Golden Knights, c'est aussi féliciter Marc-André Fleury qui a connu un excellent début de saison. Il est rentré en renfort à Robin Lehner qui s'est blessé, a fait de l'excellent travail. Là maintenant, Robin Lehner est de retour. Ça fait maintenant 2 matchs qu'il est là, 2 victoires à son dossier. Mais ils ont un bon équilibre également devant le filet en Marc-André Fleury et Robin Lehner. Alors vraiment une très bonne organisation, celle des Golden Knights. Et j'attends avec impatience cette finale-là parce que comment ça fonctionne les séries, vous le savez, cette année, c'est par division. Et ça va être crève-cœur de voir un quart de finale, si on veut, là, parce que, bon, chaque équipe de chaque division, il y en a 4, vont s'affronter par la suite en demi-finale, mais eux autres vont s'affronter en finale de leur division, les Golden Knights contre l'Avalanche. Si les deux se rendent là, mais c'est les deux favoris pour se rendre là. Je trouve ça crève-cœur qu'une équipe comme ça soit éliminée aussitôt en série. Par contre, ça va être tout un show si ces deux équipes-là s'affrontent en séries éliminatoires. Alors, voilà pour les Golden Knights. Et ça promet pour les prochaines années, en tout cas. Oui, vraiment. Et je veux terminer maintenant avec mon numéro 1. Je te laisse donner la fiche de l'équipe. 24, 6 et 2. Écoute, ça laisse pas grands indices. Non. C'est un copier-coller, là. De 50 points. Dans les dernières années, c'est un rouleau compresseur, cette équipe-là. Là. Même quand Kucherov se fait mal, je vous donne des indices. Pas besoin de Nikita. Juste besoin de la moitié des superstars. Il n'y a pas de stress, là. On est capable quand même d'écraser tout le monde. Vasilevski vient de battre le record pour le nombre de victoires consécutives. On parle du Lightning de Tampa Bay en première place. FX, qu'est-ce que tu as noté sur eux? Oui, première équipe du classement général, 50 points depuis le début de la saison. Et je regardais le classement des équipes ayant remporté la Coupe Stanley et à avoir atteint le chapitre des 50 points le plus rapidement possible. Ils viennent au 4e rang de l'histoire. Alors, vraiment, après avoir remporté la Coupe Stanley... C'est toute une fiche, hein, ça, 24-6-2, là. Ah oui. C'est vraiment toute une fiche. C'est toute une fiche, puis c'est toute une équipe de hockey, celle du Lightning de Tampa Bay également. En série, l'an passé, on se rappelle, Steven Stamkos n'était pas là. Pas de trouble. Ouais. Pas de problème, on va s'arranger de même. On va remporter quand même la Coupe Stanley, même si Stamkos va venir jouer seulement une game durant la série. Par la suite, Nikita Kucherov en début d'année, on va le mettre sur la liste des blessés à long terme. On va s'arranger avec la masse salariale, puis après ça, on va remporter. On s'en reparle plus tard. On s'en reparle plus tard. C'est un problème qu'on remet à plus tard. On va remporter la Coupe Stanley, puis on verra par la suite. Mais imagine si Nikita Kucherov revient pour les séries éliminatoires, franchement. Là. Mais ils vont faire quoi, FX? Ben, je sais vraiment pas. Pour vrai, pour être honnête, 9 millions, je sais pas. Tu coupes. Une fois passé le deadline, exemple. Ouais. Tu revient, tu peux pas le réactiver? Non, je pense pas, mais je sais pas comment ils vont faire. Je connais pas nécessairement tant que ça le règlement par rapport à ça. Je sais pas si une fois dépassé la date limite des transactions, il y a peut-être des ajustements qui se font, il y a des, il y a des permissions. Il n'y a jamais eu de situation comme ça non plus. Non, effectivement. Où il y avait une équipe qui était, écoute, des fois 2-3 millions. C'est déjà beaucoup, là. Tu dépasses pas mal, on s'entend, là.
pas du change, là, 2-3 millions. 9 millions? Écoute, il faut quasiment choisir entre lui et Stamkos dans l'active roster, sinon, oublie ça, là, faut que tu t'enlèves Ouais, faut 3 que tu joueurs. t'enlèves. Mais je sais pas s'il y a En des tout cas, joueurs qu'on a décidé de pas encore mettre sur la liste des blessés à long terme et qui devraient l'être. Peut-être que ça va leur faire perdre de la c'est masse sûr salariale. là, Faudrait que je qu'il regarde y a Cap un Friendly et plan. tout ça. Je suis pas Ouais. inquiète qu'il y a un plan. Mais exact. S'il y en a qui veulent aller voir pour leur plaisir personnel, allez voir sur Cap Friendly, vous allez trouver l'information comme ça en essayant de calculer. Mais somme toute, excellente formation, comme je l'ai dit. Puis Vasilevski devant le filet, 12 victoires de suite, tu l'as mentionné. Le record des dernières années appartient à un certain Sergei Bobrovski, c'est de 14. Est-ce que je vois Vasilevski battre ce record? Ma réponse est oui. Et je me prononce là-dessus, ma réponse est oui. Et encore une fois, Vasilevski pourrait mettre la main sur le trophée Vizina. Présentement, il est 3e dans le pourcentage d'arrêt, 4e dans la moyenne de buts accordés, 1er dans le nombre de victoires. Écoute, sa fiche est hallucinante, Matt. Il va le gagner. Là. Cette année, c'est à lui. Si ça continue comme ça, le Vizina est à lui. Le Norris est à Edman. C'est pas compliqué. Le Lightning ne laisse pas vraiment le choix. Je pense pas qu'il y ait de gardien qui se signale. Écoute, tout le monde a des bonnes séquences. Là. Je pense à Demko qui est électrisant dernièrement, mais de là à gagner le Vizina, en plus, ajoute la séquence qui n'est pas encore finie d'au moins 12 victoires. Top 5 dans tout, premier pour les victoires. Ça va être dur de ne pas y donner, là, on s'entend. Là. Il se présente, ce gars-là, Vasilevski. Il ne fait pas juste avoir la bonne équipe devant lui. C'est un gardien athlétique, comme ça en fait peu pour sa grosseur. On s'entend. Puis, quelle équipe de hockey. Avec le cap salarial, là, je fais un petit wrap-up de tout ce qu'on vient de compter dans les dernières 50 minutes. Là. Avec le cap salarial en 2021, c'est quand même exceptionnel qu'il y ait des équipes comme le Lightning, les Golden Knights, l'Avalanche, qui réussissent à constamment être dans un entre-deux de bons vétérans avec des contrats à long terme, avec des jeunes en train d'éclore encore sur les contrats entry-level, d'autres jeunes un peu moins jeunes avec des contrats de transition, des vétérans en fin de carrière qui ont déjà gagné la Coupe. C'est un mélange qui est homogène. C'est le bon mot, là. Parce que ça fonctionne. Mais c'est un système de développement. C'est un système de développement également de joueurs à Tampa Bay que je salue et qui fait de l'excellent travail depuis des années. Et ça part autant du repêchage de la Ligue américaine avec Benoît Gros, puis par la suite dans la Ligue nationale. Vraiment un beau système de jeu, un beau système de développement à celui du Lightning de Tampa Bay qui compte tout le temps sur des éléments clés. Yanni Gourde qui relance sa carrière avec une belle saison cette année alors que ça avait été difficile l'an dernier. Pourtant, il est centre sur un 3e trio en ce moment. Meilleur pointeur qui est Victor Edman, un défenseur avec 33 points. Encore une fois, le premier favori probablement pour le trophée Norris. Je ne sais pas ce que Cédric a dit tout à l'heure, mais bref, c'était impressionnant. Puis encore une fois, Vasilevski en terminant 21-3-1 s'affiche cette année. Je suis sans mots. 21-3-1, ça fiche. Ouais. Ah, ben il manquait juste ça. Moi, j'y donne déjà le trophée. Déjà dans le mal. Hey, 21-3-1. Ouais. Ça veut dire que tu joues contre ce gars-là, tu as automatiquement perdu. Là, tu sais, la majorité du temps, oui, effectivement. Si vous gagnez, là, ça va être le party en côté de règles. Mais exceptionnel. Encore le Lightning. Un jour, si on les voit dans la cave, ben ça va me faire de quoi parce que c'est quand même hâte de les voir performer comme ça. Puis sur cet anglicisme performer qui ne se dit point en français, mais que j'aime donc utiliser, je mentionne en terminant qu'Alex Barré-Boulet joue son premier match dans la LNH dernièrement. Effectivement, pas dans les derniers jours, mais dernièrement avec le Lightning. Un gars produit d'ici qui a brûlé les rangs juniors avec l'Armada. Brûlé. Pas été repêché, le petit gars. Il a donné sa chance à Tampa. Et rendu dans la nationale après avoir brûlé la Ligue américaine. Donc, tu as parlé du système de développement. Ça en est une autre preuve concrète. Effectivement. Alors, non, puis tu fais bien de parler de Barré-Boulet, qui est pour moi un joueur que j'adore, puis qui avait fait de l'excellent travail avec l'Armada, avec Joël Bouchard, avec Alexandre Alain également, qui lui a décidé de résilier son contrat pour finalement retourner aux études, ce que j'admire fois 1000 également. Alors, bref, retour du top 5, 5e position, les Caps, 4e, les Islanders, 3e, l'Avalanche, 2e, Golden Knights et 1er, le Lightning de Tampa Bay. Est-ce que la prochaine fois qu'on va se parler, on va avoir encore une fois les deux mêmes numéro 1 et numéro 2? Je sais pas, j'espère que non, j'aime ça les changements, mais on verra. Mais somme toute, 5 très bonnes équipes encore une fois cette année dans la Ligue nationale, 5 formations qui avaient été également excellentes l'an dernier. Alors, voilà pour l'état des forces, mon cher Mathieu. Des choix judicieux, FX. C'était très intéressant. On a encore défoncé notre temps, mais c'est pas grave. On a du plaisir. On a du fun, puis c'est intéressant. Quand on fait plus que la demi-heure, ça veut dire que le contenu est bon. Puis regarde,
Je vais même montrer mes feuilles à la caméra, vu que je fais jamais ça, pour montrer la grosseur des notes qu'on avait. FX avait préparé plus de choses, là, parce que c'est son segment. Mais moi, je n'avais que le classement. Ouais. On est capable de faire 1 heure de contenu. Ça vous donne une idée. Les verbaux moteurs à l'action. Je comprends comme ça. Non, c'est vrai. Bon travail, FX. Très intéressant. C'était un plaisir. Merci pour la petite visite. Non, ça fait plaisir. 91 ouais. Et prochaine fois, je vous montrerai le le setup avec également la télévision, puis comment également les instructeurs font à distance comme ça en temps de pandémie pour décrire des matchs. C'est tout un casse-tête, mais effectivement, je vous montrerai ça la prochaine fois. Avec plaisir. On te souhaite bonne chance pour la suite et au plaisir de se reparler bientôt. Certainement. Bonne chance pour la nouvelle émission. C'est cool. Je répète à nouveau que tu sois pas mal impliqué avec le soccer. Bon travail du 91-9 qui met l'SCF Montréal de l'avant. Et lorsqu'on se reparle, on espère avoir une autre découverte radio. OK, oui. Ton petit segment. Parfait, j'aime ça. Découverte radio. Yes, merci à toi, puis on se reparle bientôt, Matt. Yes, merci. Sir. Ciao. C'était l'état des forces avec notre collaborateur FX Bénard. Merci FX, très intéressant. Comme je viens de mentionner, quand on déborde le temps, puis quand je suis rendu croche, là, genre devant mon chandail, ça veut dire que ça dure longtemps, la diffusion. Ça veut dire que c'est intéressant. Fait que je termine toujours mes vidéos avec une petite conclusion. Là, même s'il y a seulement 2 personnes sur la diffusion en direct, ben une maintenant qui m'accompagne. Bien sûr, en rediffusion, vous allez entendre ça. Merci d'avoir été avec nous. Une autre belle semaine de ICC Hockey. Et puis, on se reparle lundi avec des invités de choix qui restent à confirmer puisqu'on ne sait pas ce qui se reste à venir avec le Canadien de Montréal qui a vu ses activités suspendues. On n'en a même pas parlé. Qu'est-ce que tu veux? Pas le goût d'être négatif. Merci tout le monde. À lundi.